بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un cours module traitement de signal. On va voir la partie des variables aléatoires. On va commencer par chapitre 1, notion de variables aléatoires. On va commencer par un petit rappel sur les signaux et les systèmes. Comme toujours, on commence par notre introduction. Nous avons que l'importante croissance du signal a conduit à l'émergence de nouveaux outils et nouvelles méthodes permettant de transporter de l'information avec un haut débit et bonne qualité pour le transport, bien sûr, de cette information. Nous avons que l'électronique et la physique et les mathématiques sont associées pour garantir un bon résultat. On passe après à la définition. C'est quoi un signal? On va commencer par définir un signal. Le signal, c'est une représentation physique de l'information. Exemple, nous avons une onde acoustique, c'est un signal. Phénomène à l'optique, l'électrique, etc. Donc, c'est un support qui sert à véhiculer de l'information. Toujours, nous avons, pour passer à travers un canal, nous avons besoin d'une entrée et d'une sortie. On peut définir le signal que c'est une fonction d'une ou plusieurs variables qui dépend le plus souvent du temps, ce qu'on appelle un signal temporel. L'espace, on l'appelle un signal spatial. Le temps et l'espace, on les appelle les signaux spatio-temporels ou bien les signaux électromagnétiques. Le passage de la transformée de Fourier, c'est le passage dans le domaine spatial. On a défini avec le signal. On passe maintenant à la définition du bruit. On vient donc, c'est quoi un bruit? C'est un signal perturbateur qui ne découle pas de l'information, ce qu'on souhaite. Il peut gêner la perception. Il n'y a pas d'information qui nous intéresse. Plus le bruit est grand, moins est l'information et le phénomène aléatoire. Il devient aléatoire. Donc, le bruit est le relatif et dépend du contexte qu'il étudie. On passe maintenant, c'est quoi la théorie du signal? Donc, la théorie du signal, c'est l'outil mathématique de ces signaux. Elle offre le moyen d'analyse, de concevoir les systèmes du traitement, la transformée de Fourier, l'analyse fonctionnelle, les méthodes d'estimation. C'est quoi le traitement de signal? C'est l'ensemble de ces techniques qui permettent de créer, d'analyser et transformer les signaux. C'est quoi créer? C'est bien sûr, c'est la création du signal. C'est une combinaison de plusieurs signaux ou bien d'une modulation. Pour analyser, c'est bien détecter et isoler les composantes utilisées d'un signal complexe. Comme titre d'exemple, nous avons l'extraction du bruit pour transformer le filtrage, codage et démodulation. Maintenant, c'est quoi un système? Toujours un système, il a une entrée et une sortie. Donc, c'est l'entité physique qui réalise une opération sur un signal. On considère un système maintenant grand H qui a un signal d'entrée fait correspondre à un signal de sortie. Donc, H de T à travers H, on aura Y de T. X de T à travers H, on aura Y qui est égal H en fonction de l'entrée X. Pour la linéarité, si nous avons une entrée x1 de t plus x2 de t, ça correspond à y1 de t plus y2 de t, comme sortie, bien sûr. Et quel que soit alpha 1, alpha 2, nous avons alpha 1 x1 de t plus alpha 2 x2 de t est égal tout simplement alpha 1 h de y1 de t plus alpha 2 h de y2. On arrive à la fin que c'est égal à alpha 1 y1 de t plus alpha 2 y2 de t. Pour l'invariance temporelle, si nous avons une entrée x de t moins t0, ça correspond à une sortie qui est égale à y de t moins t0. Pour h de x de t, c'est y de t. Quel que soit t0, nous avons h de x de t moins t0. On obtient à la fin la sortie y de t moins t0. Donc, le retard à l'entrée, on va le récupérer à la sortie. Pour la classification des signaux, donc pour faciliter l'étude de plusieurs classifications pouvant être considérées selon différents critères, nous avons soit classification des phénomènes logiques temporels,
Donc, selon l'évolution du signal dans le temps. Deuxième type, nous avons fait toujours la classification phénoménale logique temporelle. On va commencer par les signaux déterministes. Donc, ce sont des signaux certains. Leur évolution dans le temps peut être modélisée par une fonction mathématique. Comme titre d'exemple, nous avons les signaux périodiques, les signaux transitoires. Pour les signaux aléatoires maintenant, son comportement est imprévisible dans le temps. Si on effectue une expérience deux fois, exemple des mesures dans les mêmes conditions, on observe des résultats différents. Donc, nous avons la description, c'est la base sur les caractéristiques statistiques de signaux. Deuxième type de classification, c'est bien la classification énergétique. Est-ce que nous avons des signaux à énergie finie ou bien à infinie? L'énergie instantanée d'un signal x de t, c'est bien x de t élevé au carré. C'est une énergie entre T1 et T2. Elle est calculée par la formule suivante. Nous avons W de x qui est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de x de t élevé au carré dt. Donc, toujours que l'énergie totale, c'est la somme de toutes les énergies instantanées. Donc, pour calculer l'énergie totale, on doit calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est x de t élevé au carré, donc c'est x de t multiplié par x de t. Pour la puissance moyenne d'un signal, si nous avons une puissance moyenne sur un intervalle T1, T2, donc P de x T1, T2 qui est égal à 1 divisé par T2 moins T1, la différence entre l'intervalle de temps, un intégral entre T1 et T2 de x de t élevé au carré dt. Pour la puissance moyenne totale, nous avons P de x, la limite de 1 sur grand T, quand t tend vers l'infini, un intégral qui varie de moins t sur 2 à plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Les signaux à énergie finie. Maintenant, nous avons P de x égale à 0, ce qui implique que W de x est un intégral entre moins l'infini plus l'infini de x de t élevé au carré dt doit être inférieur à l'infini. Les signaux à puissance moyenne finie, P de x est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt, donc il doit être inférieur à 0. On passe maintenant à un troisième type de classification, c'est bien la classification morphologique. Elle repose sur la représentation de temps et de l'amplitude. Nous avons des signaux analogiques qui sont des signaux à temps continu, des amplitudes continues. Des signaux quantifiés, le temps il est continu, l'amplitude elle est discrète. Les signaux échantillonnés, nous avons le temps est discret, l'amplitude elle est continue. Les signaux numériques, le temps est discret, l'amplitude elle est discrète. On passe maintenant, après cette petite révision, à notre chapitre qui est les variables aléatoires. Comme toujours, c'est l'introduction. Nous avons que la plupart des phénomènes physiques ou bien aléatoires se reposent sur la loi de probabilité. Elle va fournir le modèle mathématique pour étudier l'évolution de notre signal. On passe à la définition maintenant. C'est quoi une expérience aléatoire ou bien un événement? L'expérience qui ne connaît pas le résultat, qu'on ne connaît pas son résultat. Nous avons une expérience si on respecte plusieurs dans les mêmes conditions. Nous avons des résultats différents. Peut dire qu'une expérience est aléatoire, elle doit vérifier trois critères. Vous avez que tous les résultats possibles sont connus. Le résultat n'est pas prévisible. L'expérience doit être faite dans les mêmes conditions. Exemple, l'exemple bien connu, c'est le lancement de dés, lancement de monnaie, etc. Donc, pour modéliser l'expérience, on utilise la notion des ensembles. Donc, pour les dés, nous avons un ensemble qui varie de 1 jusqu'à 6. La face numéro 1, la face numéro 2, 3, 4, 5 et 6. L'univers, c'est oméga, donc c'est tous les résultats possibles. Donc, pour le lancement de dés, on peut avoir l'univers égal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour lancement de pièces, vous avez soit face ou bien pile. Pour lancement de deux pièces, vous avez face-face, pile-pile, pile-face, face-face et face-pile, etc. Maintenant, c'est quoi un événement aléatoire? Nous avons pour chaque issue possible de l'expérience.
Est-ce que c'est pile? Est-ce que c'est face? Est-ce que c'est fil et est-ce que c'est face et pile, pardon. Maintenant, pour les variables aléatoires. Donc, c'est la manière de présenter l'expérience aléatoire qualitative, quantitative ou bien quantité. C'est quoi? Donc, pourquoi on introduit les variables aléatoires? Par exemple, si on va faire le lancement de 2D, la probabilité de 2D soit inférieure à 30. Donc, la somme de 2D soit inférieure à 30. Pour les variables aléatoires, nous avons par exemple x, une fonction de oméga vers x. X, elle peut avoir la valeur vraie ou faux, ou bien pile, ou bien face. Voici l'exemple lancement de 2D. Nous avons deux ensembles, oméga 1 et oméga 2. Si on fait M lancement d'une de six faces, c'est le résultat impair, le joueur gagne le double de résultat. C'est le résultat impair, le joueur perd l'équivalent du résultat. Par exemple, nous avons pour notre univers qui varie de 1 jusqu'à 6. Pour les pairs, c'est 0, 4, 8 et 12. X2, vous aurez moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10 et 12. On passe maintenant au type de variable aléatoire. Nous avons des cas discrets et le cas continu. Toujours le cas discret, ce qu'on peut compter, c'est un nombre limité et fini. Le cas continu dans un intervalle. Exemple, une masse ou bien une distance. Quelle est la loi de probabilité? Nous avons que la loi de probabilité d'une variable aléatoire permet de connaître les chances d'apparition des différentes valeurs de cette variable. Pour le cas discret, on va prendre un exemple. Nous avons une urne qui contient 3 boules et chaque boule elle est numérotée de 1 jusqu'à 3. On tire successivement avec remise de boules de cette urne. La notion x de variable aléatoire indiquant la somme obtenue donne l'univers oméga et toutes les valeurs de x. Et on vous demande de calculer la probabilité pour chaque valeur de x. Donc pour oméga, vous avez un ensemble vous avez un 1, un 2 et un 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2 et 3 3. Pour x, vous avez 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, voici la représentation. On peut avoir la probabilité d'avoir 2, c'est 1 sur 9. 3, c'est 2 sur 9. 4, c'est 3 sur 9. 5, c'est 2 sur 9. 6, c'est 1 sur 9. Donc, P de x, c'est de B, P de x égale à xi. Et la probabilité d'avoir x, c'est 1 sur 9. On passe à quelques exercices avec solution, bien sûr. Nous avons x égale à 1, 3, 5. Donc, la probabilité pour que x égale à xi, pour avoir 1, c'est 7 sur 15. Pour 3, c'est 5 sur 15. Pour 5, c'est 3 sur 15. Donc, nous avons P de x, elle est comprise entre 0 et 1. Quelles sont les propriétés? Nous avons toujours la P de x, elle est comprise entre 0 et 1. Et la somme de probabilité toujours égale à 1 pour i varie de 1 jusqu'à n. Maintenant, pour la définition de fonction de répartition, si nous avons x, une variable aléatoire définie sur oméga menu d'une probabilité p, on appelle fonction de répartition de x la fonction définie par f de x égale à r pour 0 et 1, x pour p de x, x inférieur ou égal à xi, sachant que x appartient à un intervalle qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Donc, la probabilité d'avoir moins l'infini, c'est 0. La fonction de répartition, pardon, de le moins l'infini toujours est nulle. La fonction de répartition de 1 est égale, par exemple, dans l'exemple précédent, c'est 7 sur 15. La probabilité d'avoir x3, c'est 0 plus 7 sur 15 plus 5 sur 15, c'est 12 sur 15. La fonction de répartition de 5 égale à 1. Quelles sont les propriétés de la fonction de répartition? Nous avons toujours que la limite de f de x quand x tend vers l'infini égale à 1. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à 0. La probabilité pour x soit supérieure à xi, c'est 1 moins f de xi. La probabilité pour x compris entre a et b, c'est f de xb moins fx de a. La probabilité de x égale à xi, c'est la fonction de répartition de xi moins la fonction de répartition de xi égale à 1.
Donc, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à xi moins la probabilité de x inférieur à xi moins 1. On passe maintenant à la représentation graphique. Vous avez soit sous forme des échelons ou bien sous forme d'escalier, ce qu'on appelle. On passe maintenant à l'espérance d'une variable aléatoire. Elle représente la valeur moyenne de x qu'on espère trouver. Si on répète en grand nombre de fois la même espérance, elle est notée par E de x, x bar ou bien m indice x. Pardon. Donc, pour l'espérance E de x est égale à x1 par la probabilité que x est égal à x1, plus x2 par la probabilité de xn égale à x2, etc. Donc, jusqu'à l'arrivée de xn par la probabilité de x égale à xn. Donc, c'est une somme de xi par la probabilité de x égale à xi. On passe aux propriétés. Nous avons, c'est l'espérance E de x égale à 0. On aura des variables aléatoires centrées. L'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus E de y. L'espérance de ax est égale à A, l'espérance de x. L'espérance de ax plus b est égale à A et l'espérance de x plus b. Ce qu'on appelle, c'est la linéarité. Si nous avons x supérieur ou égal à 0, dans ce cas, on aura l'espérance de x toujours supérieure ou égale à 0. On passe à la variance. C'est une mesure suivant à caractériser la dispersion d'une distribution, à quel point les valeurs sont représentées autour de la moyenne E de x. Elle est définie par la variance de x égale v de x. Donc, c'est l'espérance de x moins E de x, le tout élevé au carré. C'est l'espérance au carré moins E de E carré de x. Quelles sont ses propriétés? Nous avons toujours la variance supérieure, elle est positive, elle est supérieure à 0, quel que soit A appartient à R, nous avons la variance de A de X. Pardon, donc c'est A la variance de X. La variance de A plus X, c'est la variance de X. La variance de AX plus B est égale à A au carré moins la variance de X. Donc, si nous avons X et Y sans indépendant, nous avons la variance de X plus Y est égale à la variance de X plus la variance de Y. Vous avez un exemple pour l'espérance de X au carré du même exemple, c'était avant. Nous avons C1 par 7 sur 15, plus 9 par 5 sur 15, plus 25 par 3 sur 15. En tout, on aura 127 divisé par 15. Donc, pour la variance, c'est la valeur trouvée, moins l'espérance de x qui est égale à 35, 7 sur 15, et on aura notre valeur. Maintenant, pour l'écart type. Ça représente l'écart type, c'est la distance moyenne entre la variable et la moyenne. Donc, l'écart type, c'est la racine de la variance de x. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs de x s'éloignent. De la moyenne, plus l'écart type est petit, plus les variables sont rapprochées de la moyenne. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo parce que nous sommes déjà arrivés à 17 minutes. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.